أيها الزميلات والزملاء، نتابع الآن الدورة مكثفة حول حقوق الإنسان التي بدأناها يوم أمس، والتي ننظمها بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إبرت للسنة الثامنة على التوالي. وقد أفردنا في إطار هذه الدورة المكثفة محوراً خاصاً بتطور القانون الجنائي الدولي. ويشارك معنا في هذه الندوة سعادة النقيب الذي يرعى هذه الدورة المكثفة، ومسيو فرانسوا رو رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان. وقد شاء رئيس محاضرات التدرج الزميل الأستاذ زاهر عزوري أن يستفيد منها المتدرجون. نشكره على الاهتمام الذي يوليه لهذه الدورة المكثفة ولمحاورها، ويشرفني أن أعطيها الآن الكلمة. أيها الحضور الكريم، الزملاء الزميلات، نطلب من سعادة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ أنطونيو الهيشم راعي هذه الدورة أن يتقدم من المنصة. Monsieur le bâtonnier, Chdid, Maître Roux, chers collègues, je suis ravi et honoré par la présence de Maître Roux, notre célèbre collègue, surtout que je le considère comme étant l'un des défenseurs du barreau de Beyrouth et de Tripoli auprès du tribunal spécial du Liban. Merci, Maître Roux. Chers consoeurs, chers confrères, je me réjouis que le barreau de Beyrouth est devenu un centre de formation pour les futurs juristes internationalistes dans différentes disciplines. Que ce soit l'arbitrage international, la médiation, le droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire et le droit international pénal. L'histoire contemporaine témoigne que le barreau de Beyrouth constitue le premier socle de la défense des droits de l'homme et des libertés publiques. Ce rôle s'accentue de jour en jour et le barreau est resté fidèle à ses traditions. Il n'a pas manqué d'être le garant des droits fondamentaux de la société libanaise. À l'époque de la justice internationale pénale, l'Ordre des avocats de Beyrouth ne manquera pas d'assurer une défense effective de la défense. La défense de la défense peut être conçue comme étant le droit de tout avocat de pouvoir exercer sa profession en toute liberté et en toute indépendance, protégé de toute entrave, intimidation, harcèlement ou ingérence de ses fonctions professionnelles. La problématique de la défense se pose principalement au niveau de la justice internationale pénale, alors qu'au niveau des instances judiciaires nationales, ce problème ne constitue pas un débat prioritaire du fait de la présence des barreaux qui ont été établis par les lois nationales. Au niveau national, ce sont les barreaux qui assument ce devoir de défendre les avocats qui défendent les droits des victimes et des accusés à la fois, et toutefois, la défense constitue une catégorie des entités protégées par les ordres des avocats. Ceci ne veut pas dire que les barreaux ne rencontrent pas de sérieux défis en assumant ce rôle. Le bâtonnier de Beyrouth, à la tête du Conseil de l'Ordre, ne cesse de défendre des avocats dont les privilèges et immunités consacrés par la loi libanaise n'ont pas été respectés par les autorités publiques, voire même parfois violés. Je voudrais bien, comme ce fut le cas de l'agression de 4 de nos collègues le 5 février 2016, et entre eux notre confrère membre du Conseil, ce qui a poussé notre barreau à déclarer la grève et ce qui a poussé aussi l'Union internationale des avocats, l'UIA, à condamner ces agressions par un communiqué de presse qui a été requis par l'UIA à l'exécutif libanais.
Une vraie confrontation a été menée par l'Ordre des avocats de Beyrouth avec le parquet, où à plusieurs reprises, des avocats furent arrêtés sans obtenir l'autorisation ou le permis du barreau. Contrairement aux systèmes procéduraux appliqués par la majorité des tribunaux internationaux, les avocats membres du barreau de Beyrouth ne sont pas habilités à mener des enquêtes ou à être en contact avec les témoins, notamment les témoins à charge. Ce constat diminue considérablement les problèmes qui peuvent naître de cette mission développée et du rôle accentué des avocats assurant la défense d'accusés. La présence de vrais barreaux ou d'ordres professionnels spécifiques auprès des tribunaux internationaux pénaux nécessite sérieusement la mise en place d'un système procédural assurant de vraies garanties aux avocats de la défense exerçant auprès de ces instances pour pouvoir assurer une défense effective. Si on fait un tour d'horizon, on constate que les avocats assurant la défense d'accusés auprès des tribunaux internationaux pénaux, que ce soit à la CPI ou au TPI ou au TSSL ou au CETC, relèvent du greffe, l'organe administratif par excellence. Ce lien de subordination des avocats au greffe transforme les avocats de la défense en des officiers de la Cour. Les honoraires de la majorité des 10 avocats sont pris en charge par le greffe sous le système de l'aide juridictionnelle. Laisser les avocats internationalistes attachés au greffe contredit les principes de la profession de l'avocat, à savoir l'indépendance. L'avocat est indépendant, il s'agit d'une profession libérale. C'est là où il faut vraiment assurer la défense de la défense, c'est une vraie bataille à mener, sinon les avocats internationalistes seront accablés à plusieurs niveaux. Les avocats de la défense dans ce système procédural international hybride devront faire leurs enquêtes face aux procureurs qui disposent de moyens considérables, que ce soit des équipes d'enquêteurs, de juristes, de ressources. C'est un organe indépendant qui dispose de son propre budget consacré à l'accusation. Malheureusement, les avocats de la défense ne disposent pas des mêmes moyens et de ressources. Ils font partie d'une section du greffe. Où est la justice? Il est crucial d'assurer l'indépendance des conseils de la défense au niveau des instances de la justice internationale pénale, notamment au niveau de la CPI, où la défense a été mise à la porte selon les termes de notre cher confrère Maître Roux, le chef du bureau de la défense au TSL, le grand ami du barreau de Beyrouth. C'est là où il faut saluer le rôle accentué du bureau de la défense au TSL, qui est autonome du greffe. Il s'agit d'un organe indépendant et à pied d'égalité avec le bureau du procureur. C'est un précédent au niveau de la justice internationale pénale, c'est un grand pas en avant pour promouvoir l'indépendance de l'avocat internationaliste qui ne doit pas en un jour être jamais un élément instrumentalisé pour faciliter la conduction du procès. Le Conseil de la défense est obligé de défendre l'accusé et non de servir la Cour. On a un grand intérêt à prendre part à ce débat international relatif à la défense de la défense, surtout que le barreau de Beyrouth est bel et bien impliqué à cause du rôle assigné à des avocats libanais pour assurer la défense d'accusés au TSL. C'est assez délicat que nos confrères libanais au TSL portent une double casque, tantôt des avocats libanais exerçant selon les lois libanaises, tantôt des avocats internationalistes exerçant selon la procédure internationale. Comment concilier ces deux systèmes d'un point de vue déontologique, à savoir la problématique du contact direct avec les témoins, celle relative à la conduction d'enquêtes criminelles par l'avocat et la commission d'office d'avocat sur ordonnance judiciaire sans avoir l'accord des accusés. C'est là que notre rôle est d'assurer la défense de ces avocats qui font partie intégrante du barreau de Beyrouth et qui exercent dans le cadre d'une instance internationalisée créée pour le Liban et qui exerce conformément à la procédure du TSL. À ce niveau, le barreau envisage de prendre part à ce débat, à la suite du rôle de l'avocat libanais devenant de plus en plus développé et élargi. Les conseils de la défense au TSL, et à cause de la présence d'un barreau de la défense, d'un bureau de la défense autonome, jouissent de plusieurs garanties
outre que celles octroyées par l'article 13 de l'accord créant le TSL, la défense de leur statut assurée par le chef du bureau de la défense. Mais le vrai problème concerne les avocats libanais qui sont désignés comme représentants légaux des victimes, en plus de leur rôle réduit au niveau de la procédure. Ces confrères sont nommés par le greffe et relèvent de la section de la participation des victimes. Cette catégorie exige effectivement une défense pour promouvoir leur indépendance professionnelle. Ce rôle accentué des confrères du barreau de Beyrouth exige de notre part un plan de travail afin de leur assurer des formations professionnelles, afin que l'avocat libanais intéressé puisse exercer suivant cette nouvelle procédure appliquée auprès des tribunaux pénaux internationaux pour qu'il soit accepté sur la liste du Conseil et pour qu'il soit habilité à être désigné pour défendre des accusés et pour représenter des victimes. Et c'est pour cette raison que le barreau de Beyrouth organise cette formation dans le cadre d'une stratégie qui cherche à développer les performances des avocats libanais dans plusieurs domaines, car ils sont capables, compétents et à la hauteur. Rien n'empêche le barreau de Beyrouth de réfléchir à une coopération professionnelle avec le bureau public de la défense de la Cour pénale internationale que nombreux avocats de Beyrouth figurent sur sa liste des conseils. À l'aune de la justice internationale pénale au Moyen-Orient, la question de la défense est plus que pertinente à la suite de la justice imposée aux États de la région, où seule une défense indépendante et effective rend ces instances crédibles. Sans une défense réelle, les procès deviennent un théâtre pour l'accusation. Vive la justice, vive le Liban et merci. شكرا سعادة النائب على الاهتمام بحقوق الدفاع وأمام المحاكم الوطنية وأمام المحاكم الجنائية الدولية. Nous avons le plaisir d'accueillir en tant qu'orateur, durant cette session sur l'évolution du droit international pénal, Maître François Roux, chef du bureau de la défense du tribunal spécial pour le Liban. Maître Roux a œuvré, dès qu'il a pris ses fonctions, en vue que soit reconnue à la défense, dans la justice pénale internationale, la place qui lui revient, à savoir un pilier fondamental du procès équitable et une garantie pour la protection des droits de l'homme. Monsieur Roux va s'exprimer tout de suite sur le thème des enjeux et des défis de la défense devant les tribunaux internationaux pénaux. Monsieur Roux, la parole est à vous. Voilà, mesdames et messieurs les bâtonniers, monsieur le représentant d'Allemagne, mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'Ordre et chers amis, quelle joie de me retrouver encore une fois dans cette salle, à ce pupitre, pour venir partager avec vous ma passion de la défense. C'est magnifique de partager cette passion avec les membres du barreau de Beyrouth, avec vous, les jeunes qui êtes là dans le cadre de votre formation. Et je vais vous lancer un appel à vous tous, les jeunes ou les moins jeunes. Venez travailler dans les juridictions pénales internationales. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de l'apport de votre culture. J'ai un grand thème, je vais en parler tout à l'heure. Je dis que le droit international pénal n'existe pas. 3 points de suspension, encore. Aujourd'hui, depuis 20 ans,
ce qu'on appelle le droit international pénal, c'est du droit anglo-saxon. C'est du droit de la common law, qui a ses mérites, certes, qui a ses valeurs. Mais dites-moi, le droit que vous avez appris à la faculté, ici ou ailleurs, le droit que vous pratiquez devant vos tribunaux ici, il n'aurait pas de mérite? Il n'aurait pas ses propres valeurs? Et comment alors expliquer qu'il a été, dès le début, mis de côté, ostracisé dans les juridictions internationales? Pourquoi? Pourquoi? Au nom de quoi? Alors venez dans ces tribunaux, venez apporter la plus-value de votre droit, de vos procédures, qui sont totalement différentes des procédures qui sont aujourd'hui utilisées dans les tribunaux internationaux. Vous savez, dans les tribunaux internationaux, il n'y a pas de juge d'instruction, il n'y a pas de dossier pour les juges, pas du tout. Et ça n'est pas le juge président qui dirige les débats, pas du tout. Dans les juridictions internationales, vous êtes dans un système très proche du droit américano-canadien, c'est-à-dire que ce sont les parties elles-mêmes qui vont mener le débat devant un juge qui est un arbitre. Et quand vous êtes avocat de la défense, vous n'avez pas en face de vous un procureur, vous avez un confrère, vous avez un avocat, à qui le procureur en chef a donné un dossier en lui disant « voilà ce dossier et tu vas le gagner ». Et donc, dans les juridictions internationales telles que nous les avons aujourd'hui, vous avez un combat entre deux avocats, un qui représente le procureur, il ne représente pas la société, parce qu'il n'est pas un magistrat, il représente le procureur. Et donc, cet avocat représente le procureur, et vous représentez un accusé. Et c'est un combat entre vous, normalement à armes égales. Et les juges n'ont pas de dossier, puisqu'il n'y a pas de juge d'instruction, les juges n'ont pas de dossier, les juges vont découvrir le dossier au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Devant les juridictions internationales, jusqu'à présent, sauf si j'exclus, et j'en parlerai, le Cambodge et le tribunal Hissène-Habré, mais devant toutes les autres juridictions internationales, le procès se découpe en deux phases. La phase qu'on appelle de l'accusation, où l'accusation va présenter ses arguments devant les juges arbitres, et la deuxième phase est alors la phase de la défense. Bon, devant le tribunal pour le Liban, nous aurons une troisième phase, parce qu'enfin, les juristes de droit romano-germanique ont réussi à faire admettre qu'il fallait que les victimes soient présentes. Mais au début, dans les premiers tribunaux où j'ai travaillé, au Rwanda, les victimes n'étaient pas présentes au procès. Voilà. Donc là, vous voyez que ça vaut la peine de se battre pour dire notre système a quelques valeurs. Eh bien, par exemple, les victimes. Et donc, dans le tribunal spécial pour le Liban, il y aura 3 phases, puisque les victimes auront également leur propre temps. Alors, phase du procureur devant des juges qui n'ont pas le dossier. Le procureur amène ses témoins, mais les témoins ne font pas de déclaration, contrairement à ce qui se passe chez vous. Non, les témoins ne font pas de déclaration. Les témoins ont été préparés, vous m'entendez bien les avocats de Beyrouth, les témoins ont été préparés par les avocats du procureur. Préparés, je vous ai bien dit préparés, vous avez bien entendu. C'est-à-dire que l'avocat du procureur passe du temps avec eux et leur explique, voilà les questions que je vais vous poser et voilà les objections que va faire la défense. Ils sont préparés.
Ça vous surprend, hein? Moi, la première fois que j'ai travaillé devant le tribunal d'Arusha, comme on m'a dit, les témoins sont préparés par le procureur, j'ai cru tomber de ma chaise. C'est le système américain. Alors, le procureur prépare ses témoins et les témoins ne font donc pas de déclaration spontanée, contrairement à ce qu'on fait dans nos juridictions. Le procureur va guider le témoignage. C'est-à-dire que le procureur va poser au témoin seulement les questions qui lui sont utiles. Seulement les questions qui lui sont utiles. Il y a des questions que le procureur ne posera jamais. Et donc, pendant cet interrogatoire principal, les avocats de la défense peuvent faire des objections. Vous savez, on voit ça dans les séries américaines, objection votre honneur. Nous, on dit Monsieur le Président, hein, votre honneur, non. Pour nous, c'est Monsieur le Président. Et donc, la défense peut faire objection, par exemple, si le procureur pose une question que nous appellerons une question fermée. Les Américains appellent ça une lead-in question. Donc, une question qui renferme déjà la réponse, qui guide le témoin dans la réponse. Donc ça, c'est interdit. Alors, chaque fois que le procureur fait ça, la défense se lève et notre ami Antonios Aboukassem l'a fait plusieurs fois dernièrement. Monsieur le procureur, vous faites une question fermée. Vous n'avez pas le droit. Donc, il y a ce jeu pendant l'interrogatoire principal du témoin. Et ça peut durer très, et encore plus très longtemps. Un interrogatoire principal d'un témoin peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines et même plusieurs mois. Au tribunal d'Arusha, on a vu des témoins qui restaient plusieurs mois. Et au TSL, vous allez certainement le voir bientôt. Quand le témoin a terminé d'être interrogé par le procureur, vient le tour de l'avocat de la défense qui va pouvoir contre-interroger le témoin. Et le procureur peut, à son tour, faire objection à certaines questions. Voilà ce jeu qui va se dérouler pendant donc des semaines, parfois des mois, et parfois même des années. Voilà. Et puis quand la phase du procureur va être terminée, ça va donc être la phase de la défense sur le même principe, puisque le procureur a préparé ses témoins, la défense a le droit de préparer ses témoins. Vous m'aviez bien entendu, les avocats de Beyrouth. Voilà. Vous imaginez ça chez vous? Vous allez dire ça à votre bâtonnier. Monsieur le bâtonnier, je vous laisse, je vais préparer mes témoins. Il va être content, le bâtonnier. Hein? Voilà. Donc la deuxième phase, c'est la même chose que celle du procureur, à l'inverse. L'avocat, après avoir préparé ses témoins, interroge ses témoins qui ne font pas de déclaration spontanée, qui sont guidés dans leur déclaration par la défense, et le procureur, après, va contre-interroger. Alors, c'est un système qui est très intéressant parce qu'on a considéré, dans le principe, que de cet exercice examination, cross-examination, de cet exercice allait pouvoir jaillir la vérité. Ce qui était pas mal. Dans la pratique, ça a un peu rapidement tourné à un combat de coq. Et dans la pratique, c'est plutôt devenu quelquefois un jeu des parties dont le seul objectif n'est pas la recherche de la vérité, mais le seul objectif, c'est de déstabiliser le témoin de l'adversaire. Hélas, c'est bien comme ça que ça a évolué. Alors, à l'inverse, le système que vous avez, que j'ai, qui est le système de juge d'instruction, pareillement, c'est un système qui idéalement est parfait. Mais idéalement seulement. Parce que chez nous, on dit que le juge d'instruction doit enquêter à charge et à décharge. Je parle devant des consoeurs et des confrères. Vous savez très bien que c'est compliqué. Et que malheureusement, nos juges d'instruction, on a souvent l'impression qu'ils instruisent plus à charge qu'à décharge. Donc le système est parfait aussi chez nous. Dans la pratique, c'est moins bien. Alors, comment faire en sorte aujourd'hui de prendre dans chacun de ces deux systèmes le meilleur? Voilà le défi. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous. J'ai intitulé la conférence « Les défis de la défense devant les tribunaux internationaux ». Ça n'est un. Mais
je dirais que le premier défi auquel vous allez être confronté si vous venez un jour travailler dans un tribunal international, si vous travaillez comme défenseur d'un accusé, ce sera l'incompréhension. L'incompréhension de vos proches, l'incompréhension de votre famille, de vos amis. Comment tu vas défendre un criminel? Tu vas défendre un terroriste? Notre confrère Jacques Vergès, confrère français, avait toujours cette parole: je ne défends pas le terrorisme, je défends celui qui est accusé de terrorisme. Nuance. Quand j'ai été nommé devant le tribunal pour le Rwanda en 1999, mes enfants, qui étaient déjà grands, m'ont dit « Mais tu ne vas quand même pas défendre un génocidaire ». Je les ai un peu corrigés en disant « Je vais défendre quelqu'un qui est accusé de génocide ». Ce sont les juges qui décideront à la fin du procès si cette personne est génocidaire. Et en l'espèce, les juges ont acquitté mon client, il n'était donc pas génocidaire. Alors, j'ai cette référence que j'ai entendue l'autre jour dans la bouche du président de la Croix-Rouge internationale, qui disait: la philosophie de la Croix-Rouge internationale, c'est que quand un ennemi est blessé, ce n'est plus un ennemi, c'est un homme à soigner. Alors permettez-moi de reprendre pour nous les avocats cette même philosophie. Quand un ennemi est arrêté, est emprisonné, est menotté, est traduit devant un tribunal, ce n'est plus un ennemi, c'est un homme à défendre. Bien sûr que derrière notre robe d'avocat, nous sommes des citoyennes et des citoyens, et comme à tout le monde, le crime nous fait horreur, et particulièrement les crimes de masse, et encore particulièrement les crimes de terrorisme. Mais quand un homme est arrêté et traduit devant un tribunal, que serait un procès sans avocat? Je vous pose la question. Que serait un procès sans avocat? Alors je dis que l'honneur de la profession d'avocat, l'honneur de la robe que nous portons, c'est que quel que soit le crime reproché, dès lors qu'un homme est dans le box, ou qu'il est accusé s'il est absent, l'honneur de notre robe, c'est précisément de nous lever, de mettre la robe et de défendre. C'est notre premier défi, mais c'est ce qui nous fonde. Et nous savons qu'en face de nous, il y aura aussi des avocats pour défendre les victimes et la mémoire des victimes. Et c'est tout à l'honneur de ces avocats. Chacun fera son métier et chacun le fera avec conscience, avec professionnalisme. Et quel va être alors le rôle de l'avocat de la défense ? Je dis toujours que notre rôle premier, c'est de surprendre les juges. C'est ça, surprendre les juges. Vous savez, quand je défendais le premier accusé Khmer Rouge au Cambodge, Duc, 12 380 morts sur la conscience, qu'est-ce que je pouvais bien dire aux juges pour les surprendre ? Eh bien, c'était ça mon travail. Mon travail, c'était de donner aux juges un éclairage que personne d'autre n'avait
voulu donner. C'est ça le travail de l'avocat. Je vais vous raconter une petite histoire, puisque je parle devant des avocats. J'étais un jour dans un procès banal, une affaire de drogue, un gang de drogue, vraiment un procès banal comme nous en avons tous, ils étaient une dizaine. Évidemment, comme toujours, chacun renvoyait la responsabilité à l'autre. Mais là, tous s'étaient ralliés pour mettre la responsabilité sur le dos de ce qu'ils appelaient le dealer principal, qui était une femme. Et à l'audience, son avocat, un très grand avocat pénaliste, était en retard. Et puis, on peut le dire entre nous, il n'avait pas vraiment bien préparé son dossier. On le sait, quelquefois ça nous arrive. On va à l'audience et on n'est pas tout à fait prêt. Alors, tout le monde s'en donnait à cœur joie. C'était le bouc émissaire, sa cliente, il n'était pas là. Il arrive, et puis il fait ce que nous faisons tous quand nous sommes en retard. Il va discrètement voir le greffier, il dit « Est-ce que je peux avoir la copie du dossier ?» Et il s'assied dans un coin, et pendant ce temps, le président continue à interroger tout le monde, sa cliente, il dit rien. Il dit rien. Pendant toute l'instruction, il dit rien. Il consulte le dossier. Arrive le temps des plaidoiries. Il plaide le dernier, bien sûr, puisque sa cliente était celle qui était présumée la plus haute responsable. Et vous savez très bien qu'on plaide dans cet ordre-là. Donc il plaide le dernier. Eh bien là, j'ai l'habitude de dire qu'il a rhabillé sa cliente de pied en cap, uniquement avec des éléments qu'il a trouvés dans le dossier et que personne, y compris le président qui instruisait les débats, n'avait voulu voir. J'ai reçu, j'avais déjà 30 ans de barre, j'ai reçu encore une fois une leçon d'un confrère. Et mes confrères, toute votre vie, mes jeunes confrères, vous recevrez des leçons de vos confrères. Toute votre vie. Voilà, ça c'est le rôle de l'avocat. Soulever ce que personne n'avait voulu voir. Et je peux vous dire que dans les juridictions internationales, c'est commun, c'est quotidien. Parce que justement, les gens qui sont accusés de choses affreuses, dans des situations affreuses. Mais vous, les avocats, nous, les avocats, nous sommes là pour soulever ce que le juge n'a pas voulu voir, ce que le procureur n'a pas voulu voir. Nous sommes la voix de l'accusé. Et j'ai dit souvent aux procureurs dans nos tribunaux, c'est pareil dans les vôtres, j'ai souvent au procureur, monsieur le procureur, vous croyez que vous avez un gros avantage sur nous parce que vous avez des forces de police à votre disposition, vous êtes un magistrat, vous êtes crédible, les avocats le sont moins, bien entendu. Vous connaissez votre dossier. Mais je leur dis, voyez-vous, monsieur le procureur, les avocats seront toujours plus forts que le procureur. Pourquoi ? Parce que nous connaissons aussi votre dossier. Mais nous avons un avantage sur vous, fondamental. Nous connaissons un homme. Nous connaissons un homme. Et nous allons pouvoir vous raconter l'histoire de cet homme. Non pas pour l'excuser. Si les faits sont commis, on ne va pas excuser. On n'est pas les complices de nos clients. On est juste là pour donner, une fois encore, un autre éclairage. Et là aussi, permettez-moi de vous dire une expérience personnelle. Quand j'étais jeune avocat, comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous, j'avais été appelé à défendre quelqu'un, je vais voir son dossier. Oh là là, ça faisait 20 fois qu'il passait dans le tribunal. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter au juge ? Et puis j'ai fait ce que vous faites tous. Je suis allé à la prison. Je n'ai pas rencontré un dossier à la prison. J'ai rencontré un homme et j'ai préparé ma plaidoirie parce que j'avais des choses à dire. Voilà. J'avais même fait, peut-être certains d'entre vous m'ont vu le faire, je ne les ai pas aujourd'hui, mais j'avais fait ça un jour devant un tribunal correctionnel où le procureur avait été extrêmement méprisant vis-à-vis de mon client en disant tout a été tenté pour lui, ça fait 20 fois qu'il vient devant vous, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Cet homme est un bon à rien. Alors j'ai pensé à Khalil Gibran. Eh oui. Et j'avais pris des pépins de citron dans ma main. Je me suis avancé vers les juges et je leur ai dit, messieurs les juges,
vous voyez, ces pépins de citron, ils ont l'air complètement morts. Vous avez envie de les jeter. Et pourtant, prenez ces pépins, mettez-les dans de la terre, de la bonne terre, arrosez-les, prenez-en soin, ils vont germer, ils vont faire un arbre, et cet arbre va donner du fruit. Et ce que la nature est capable de faire, monsieur le procureur, vous voudriez me dire qu'un homme n'est pas capable de le faire? Voilà, une fois encore, c'est tout bête, mais ça, c'est notre travail. Voilà, notre premier défi. Et n'oubliez jamais ce que disait encore un de nos confrères, François Zimmeré, qui a été pendant plusieurs années ambassadeur des droits de l'homme en France, qui est maintenant ambassadeur au Danemark. Il dit, en substance, le paradoxe des droits de l'homme, c'est qu'au départ, ils sont créés pour les victimes. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité, le droit à l'honneur, etc. Mais ils prennent tout leur sens dans la défense des accusés et dans leur droit à un procès équitable. C'est ça l'état de droit. C'est ça qui nous fonde. Voilà, l'autre défi, le bâtonnier en parlait, qui est devant vous, les avocats, c'est en effet de faire exister la défense pour la défense devant les tribunaux pénaux internationaux. Nos tribunaux sont basés au départ sur un vice fondamental, il faut le savoir. Ils sont créés par la communauté internationale pour lutter contre l'impunité. Très bien, on est tous d'accord. Lutter contre l'impunité, en tant que citoyen, ça nous va très bien. Le problème, c'est que les juges ont épousé ce slogan « Nous sommes là pour lutter contre l'impunité ». Alors là, je leur dis, mais écoutez, si vous êtes là pour lutter contre l'impunité, je n'ai rien à faire avec vous. Je n'ai rien à faire dans cette enceinte de justice. Moi, avocat, je ne suis pas là pour lutter contre l'impunité. Je suis là pour la justice, voyez-vous. C'est juste un autre combat. Le seul dans un tribunal qui est là pour lutter contre l'impunité, il s'appelle le procureur. C'est son job. Mais moi, avocat, je suis là pour vous aider à y voir clair, pour vous aider à rendre la justice. Mais vous savez que ce n'est pas un message qui est facile à faire passer pour les juges. Parce que, pour les juges internationaux en tout cas, on a tellement focalisé ces tribunaux en disant « il faut lutter contre l'impunité » que les juges ont du mal à s'en défaire. Au point que quand la Cour pénale internationale a fêté ses 10 ans, derrière moi, il y avait une grande banderole, 10 ans de lutte contre l'impunité. Je dis, mais non, 10 ans de lutte pour la justice, oui, mais pas contre l'impunité, ce n'est pas votre tâche. Si vous rendez correctement la justice, vous participerez à la lutte contre l'impunité, certainement. Mais faites votre travail correctement. Faites votre travail. Et là, je dis, et tout particulièrement dans les crimes de masse, dans les crimes de terrorisme, j'ai parlé de Khalil Gibran, qui est un de mes maîtres, mais j'ai un autre maître qui est Gandhi. Et Gandhi disait, la paix, c'est le fruit de la justice. Alors, je dis tout simplement que puisque nos tribunaux, et particulièrement nos tribunaux internationaux, sont là pour rendre la justice, eh bien, si les avocats que nous sommes, nous participons à l'œuvre de justice, alors nous serons aussi des artisans de paix. Ce qui est, avouez-le, une noble mission. Mais ça veut dire qu'une fois encore, on n'est pas là pour inventer n'importe quoi pour défendre les accusés. Ce n'est pas ça le débat. Nous sommes là pour que la justice advienne. Un de nos confrères a eu cette expression que j'adopte totalement. Défendre, c'est ne rien accepter pour acquis qui n'ait été passé au crible du contradictoire. Faisons juste ce métier.
Monsieur le procureur, vous présentez tel élément, je suis là pour passer au crible du contradictoire cet élément. Et je suis là, comme je le disais tout à l'heure, pour apporter au tribunal un autre éclairage que le vôtre, parce que je connais l'homme que vous ne connaissez pas. Et là, nous aurons fait notre travail. Nous aurons fait notre travail. Et donc, oui, nous aurons participé à l'œuvre de justice. Deuxième défi. Et enfin, troisième et dernier de ces défis, c'est justement, et ça sera ma conclusion, ce par quoi j'ai commencé, construire le droit pénal international de demain. Malheureusement, je vous l'ai dit, depuis 20 ans, nos tribunaux fonctionnent en fait sur le modèle qui leur a été proposé par l'association des barreaux américains. Et d'ailleurs, ça m'amuse que cette phrase ait été prononcée ici même par notre excellent procureur Norman Farrell. C'est à ce pupitre qu'il a expliqué que c'était les avocats de l'American Bar Association qui ont proposé le statut du premier tribunal international qui était le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Sachez quand même que dans le même temps, il y avait des juristes italiens et des juristes français qui avaient chacun proposé un projet qui a été écarté au profit du projet américain. Et depuis, tous nos tribunaux sont une reproduction de ce premier statut du tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a vu les limites de ce système qui est beaucoup trop chronophage et budgétivore. Je ne sais pas comment vous traduirez en arabe, chronophage, donc qui évidemment prend beaucoup de temps, budgétivore, qui consomme beaucoup d'argent, pour être plus clair. Il nous faut améliorer ce système. On peut faire mieux. Et je crois que le tribunal spécial pour le Liban fait partie de ces tribunaux qui a essayé de mettre en place un système réellement mixte dans les statuts et dans ses règlements. Malheureusement, la Chambre, qui est présidée par un juge australien, n'a pas suivi, pour le dire correctement, les possibilités qui lui étaient données par les textes, ou plus exactement, elle a suivi une des deux possibilités qui n'est pas celle qui est à ma faveur, pour être très clair. Le texte de votre tribunal prévoit, l'article 145 du règlement de procédure de preuve, pour être précis, prévoit dans son article 1er qu'au tribunal spécial pour le Liban, le procès sera dirigé par le président, comme chez vous. Mais comme tous ces textes sont le fruit d'un compromis, on a quand même rajouté un deuxième paragraphe en disant que si la Chambre le décide, elle pourra revenir à l'autre système où ce sont les parties qui mènent le procès. Et donc, comme la Chambre était présidée par un juge australien, en début de procédure, il a dit « Messieurs et mesdames, nous allons utiliser le paragraphe second ». Et donc, nous utilisons une procédure où les parties mènent le débat. Mais j'attire votre attention sur le travail qu'a fait l'un des vôtres, Maître Antonios Aboukassem, que je salue une fois encore. Dans une des affaires d'outrage, vous en avez entendu parler, il a déposé une demande au juge de l'outrage en disant « Monsieur le juge de l'outrage, je vous demande de mener la procédure devant vous selon le paragraphe 1er de l'article 145. Je vous demande de présider et de mener le débat. » Alors, dans le tribunal, nous étions tous très intéressés en disant « Que va faire le juge ? Est-ce qu'il va changer et accepter ce système ?» Hélas, le juge a répondu par la négative et a dit « Nous appliquerons le paragraphe second ». Alors c'est une décision judiciaire, il ne m'appartient pas de la
critiquer, mais par contre, des professeurs, des juristes peuvent commenter cette décision. Et peut-être que ça serait utile à notre tribunal, à vous-même, de regarder ces décisions et de dire ce que vous en pensez, juridiquement. Pas là pour faire de la politique, ce n'est pas le débat. Mais juridiquement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça veut dire que la procédure libanaise dont Antonios Aboulkassem demandait l'application, est-ce que ça veut dire qu'elle a démérité? Et puis, réfléchissez. Tous les tribunaux internationaux ont toujours pour ambition de laisser un héritage. Ah, ça, c'est la grande ambition. Et je peux vous dire que ça y est, il y a déjà chez nous quelques fonctionnaires qui réfléchissent à l'héritage qu'on va laisser au Liban. Alors, qu'est-ce qu'on va vous laisser comme héritage? Le paragraphe 1er de l'article 145 ou le paragraphe 2? Est-ce que, après avoir vu les travaux du TSL, vous allez vous dire on va renverser la table, on va maintenant adopter au Liban la common law? Peut-être, si c'est ça votre souhait, dites-le. Dites-le. Je n'ai pas de problème avec ça. Dites-le. Soyez juste conscients de ce que ça vous amène. Les Italiens, les Espagnols ont cherché à adopter ça. Posez-leur la question. En France, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il faut supprimer le juge d'instruction. Nous sommes un certain nombre à avoir résisté. Et nous avons gardé le juge d'instruction et je m'en félicite. Par contre, je me féliciterai encore plus si on améliore le fonctionnement des juges d'instruction et notamment si les juges d'instruction devenaient une collégialité. J'étais à la Convention nationale des avocats à Nantes il y a quelques années, et en général il y a toujours des représentants de votre barreau. Le bâtonnier de Paris nous a interpellés. Mes confrères, si nous n'y prenons pas garde, dans 30 ans, nous parlerons anglais dans nos tribunaux et nous appliquerons la common law. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Voilà. Alors je pense, pour ma part, je vous l'ai dit en introduction, que le vrai défi, le vrai enjeu qui est devant nous, c'est de prendre dans chacun de ces systèmes le meilleur. Et il y en a des deux côtés. Il y en a des deux côtés. Comment est-ce qu'on va construire ça? Eh bien, le tribunal spécial pour le Liban, votre tribunal, est, au moins sur ce point, un véritable laboratoire. Vous avez déjà fait faire, par votre tribunal, 2 progrès considérables à la justice pénale internationale. Considérables. La procédure par défaut. Vous êtes le premier tribunal où on peut juger des gens par défaut. Quel est l'intérêt? Ah ben, regardez. Affaire Omar al-Bashir. Mandat d'arrêt devant la Cour pénale internationale. Vous savez ce qu'il y a dans le dossier, vous? Vous savez si le procureur il a un dossier solide? Vous savez ça? Moi pas. Tandis que tribunal Liban, procès par défaut possible, mandat d'arrêt, les accusés ne sont pas là, tant pis, on avance. On avance. Le procureur publiquement expose les éléments de preuve qu'il a. La défense, non moins publiquement, challenge, pour utiliser un mot bien français, challenge les preuves du procureur. Il y a donc un débat contradictoire et tout le monde pourra dire, voilà, maintenant nous savons ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas, la validité de ce qu'il y avait ou la non-validité de ce qu'il y avait. Voilà, un débat public. Procès par défaut. Eh bien, je dis que c'est un énorme progrès. Et le deuxième énorme progrès, ça a été, votre bâtonnier vous l'a dit, la création de ce bureau de la défense comme 4e pilier du tribunal qui n'existe pas dans les autres tribunaux internationaux. Les autres tribunaux internationaux marchent sur 3 pattes, le président, le procureur et le greffier. La défense, elle est sous l'autorité du greffier. Voilà. Au tribunal spécial pour le Liban, on a mis la 4e patte et c'est quand même plus stable. Hein? On marche sur 4 pattes, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et surtout, la défense, aujourd'hui, dans votre tribunal, est reconnue à part entière. Voilà ce que le bâtonnier vous a expliqué. Ce qui, dans les juridictions nationales, est évident, mais qui ne l'était pas encore dans les juridictions internationales. Alors, ça, c'est un des acquis, et il y en a d'autres fondamentaux de votre tribunal. Et les autres, c'est que nous accueillons des juristes, des avocats,
des barreaux de Tripoli, de Beyrouth, et des avocats dont plusieurs maintenant sont inscrits sur la liste de la Cour pénale internationale. Et voilà une porte qui s'ouvre devant les avocats qui veulent pratiquer devant les juridictions internationales. Et si le tribunal spécial pour le Liban a permis cela, eh bien c'est déjà un grand succès. Malgré le temps que ça prend, trop long, on est d'accord, mais c'est déjà des succès immédiats. De même, les stagiaires que nous accueillons, de même les visiteurs professionnels que nous accueillons, ce tribunal pour le Liban est le vôtre, venez y travailler. Merci.